Pulpeux, androgyne, calipige ou filiforme, depuis la nuit des temps, le corps des femmes inspire, fascine et divise. Les médias et la société de consommation continuent de véhiculer des diktats de beauté du type une femme doit être mince pour être désirable, une femme doit être maquillée, épilée, une nana doit porter les cheveux longs. Chez Pompoir, nous avons toujours refusé de retoucher nos photos et de lisser les corps. Pour nous, la beauté réside justement dans ces corps pluriels, imparfaits par essence. Pour nous, la beauté, c'est plutôt une question d'attitude, d'énergie, de smile. Dans cette série de vidéos, nous allons échanger avec des femmes d'âge et de morphologie différentes, de leur histoire, mais surtout de leur rapport au corps. Bonjour, je suis Anne Monteil et vous écoutez Histoire de corps. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Géraldine Dormois. Merci Géraldine d'avoir accepté mon invitation. Moi, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux, donc je suis hyper contente de te recevoir, même un petit peu émue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc voilà, qui tu es, ton âge, ta profession Très bien. Bonjour Anne, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Géraldine Dormois, j'ai 46 ans, je suis journaliste, autrice de 2 livres, Un cancer pas si grave et L'âge bête. Et je suis coach Instagram. Je fais des cours en ligne pour aider les gens à s'exprimer et je fais aussi des séances individuelles. Voilà, dans les grandes lignes. J'écris pour Marie-Claire. Ok, j'ai bien rempli. Oui. Alors, l'objet en fait d'Histoire de corps, c'est de discuter donc avec des invités de leur rapport au corps. Du coup, par rapport à ton histoire, à toi aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens par rapport à ton corps, comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui et dans le passé? Ouh là là, c'est une vaste question. On peut morceler. On a combien de temps? Alors, tu peux peut-être commencer par aujourd'hui, comment tu te sens? Oui. Et ensuite, on ira sur les différentes étapes de ta vie parce qu'il y a pas mal d'étapes intéressantes à noter. Oui. Aujourd'hui, ça va très bien. Ouais. Je pense que j'ai mis une bonne partie de ma vie d'adulte à essayer de comprendre comment fonctionnait mon corps et que ça m'a pris énormément de temps. Je pense que j'ose espérer que c'est plus facile pour des personnes plus jeunes aujourd'hui parce qu'elles ont plus d'outils. Ouais. Moi, en étant née en 76, j'ai beaucoup tâtonné. Et aujourd'hui, j'ai eu donc, je pense qu'on va y revenir, mais beaucoup de troubles du comportement alimentaire qui aujourd'hui sont en rémission. Je pense qu'on peut dire ça. Donc j'avais des compulsions et j'ai réussi à les apaiser à force tâtonnement de mon régime alimentaire. Ouais. Donc je me sens légère en fait, ce qui est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et que je ne pensais même pas expérimenter en fait. Pendant longtemps. J'étais pas objectivement pas grosse, mais j'avais un poids plus important et qui m'encombrait en fait parce que je n'étais pas alignée par rapport voilà, à ce que je sentais que moi j'avais un corps fait pour ne pas être au même poids et que ça m'a pris du temps de comprendre le mode d'emploi pour que mon corps élimine facilement ce que je lui donnais à manger et que je lui donne ce qu'il voulait à manger. Ça m'a pris énormément de temps. Donc ça va, et puis je dors ce qu'il faut aussi. J'ai jamais eu de problème de sommeil, mais de comprendre vraiment que j'ai besoin de 7 heures et que 7 heures, c'est pas 6h30. Ouais. Et que ça a des effets sur la peau et que ça a un effet sur l'humeur. Et mon organisation générale de mon emploi du temps, le sport que je fais, tout ça, c'est plein d'ajustements que j'ai menés parce que je suis mon propre cobaye et que je passe mon temps à essayer de faire en sorte que les choses soient plus fluides. Bon, là, je peux te dire que ça va. Tu te sens bien. Mais du coup, tu as mis beaucoup de choses en œuvre pour en arriver là. Oui, mais c'est le process qui est intéressant aussi. C'est le cheminement. Mais ce qui veut dire, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. En tout cas, pas nécessairement pour toi. Spontanément, il y avait des choses à ajuster. Non, moi, ça n'a pas du tout été comme ça. Et c'était un apprentissage. Oui. Vraiment. Et
Si on peut revenir un petit peu sur les compulsions alimentaires, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est ultra compliqué à aborder et ensuite effectivement à solutionner. Est-ce que tu identifies à peu près depuis quand tu avais ces compulsions alimentaires? Est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis l'adolescence? Est-ce que c'est arrivé plus tard dans ta vie? À l'adolescence, ça n'était pas encore un problème. Donc je mangeais sûrement trop de biscuits, de sucreries. J'avais vraiment une grande attraction pour le sucre. Mais c'est à la vingtaine et même un petit peu avant en prépa durant mes études supérieures, j'ai fait une école de commerce. La prépa à l'école de commerce, ce sont les moments où il y a eu la déstructuration des repas, où j'étais seule, il y avait une solitude. Tu compenses peut-être aussi un peu le stress par le sucre. Exactement. Et donc là, ça a vrillé en fait. C'est vraiment là que se sont mis en place des troubles dont j'ai eu le plus grand mal à me débarrasser après. Sachant qu'il y a quand même eu des périodes où ça allait plus ou moins bien dans ma vie. À partir du moment où j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari après, Marc, où j'avais une vie amoureuse très apaisée. J'ai eu une période d'accalmie de pratiquement 10 ans, et puis j'ai eu mon fils. Donc je suis très contente d'être devenue maman, mais ça a bouleversé beaucoup de choses dans mon rapport au corps. Et après mon accouchement, j'ai beaucoup minci, et puis les compulsions sont reparties. Donc il y a eu des phases. Disons que c'est toujours le point faible, et quand tu as un petit coup de mou, un moral un peu moins bon, une période un peu plus déséquilibrée ou de la fatigue, c'est vers là que tu allais plonger, quoi. En tout cas, tant que je n'avais pas... vraiment pris le taureau par les cornes pour solutionner le truc. Alors, je l'avais pris assez tôt parce que j'ai fait une psychothérapie pendant plus de 20 ans. D'accord. Donc, j'allais voir quelqu'un pour résoudre ça. Bon, il se trouve que c'est un psychiatre que j'ai vu, donc le psychiatre est beaucoup plus sur le pourquoi que le comment. Et pour les troubles du comportement alimentaire, en fait, c'est vraiment un psy qui bosse sur les comportements qui va pouvoir aider. Et ça, je l'ai compris tardivement, et c'est un processus qui est même encore en cours. Mais en même temps, il y avait aussi beaucoup de choses à aller creuser sur le pourquoi, donc ça n'a pas été du temps perdu. Mais ça a pris du temps. Et du coup, tu as mis quoi en place aujourd'hui, depuis pas si longtemps que ça finalement, pour considérer qu'effectivement tu es en rémission de ces compulsions alimentaires? Alors c'est vraiment multifactoriel, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un effet de maturité. Avec la quarantaine, il m'est arrivé beaucoup de choses, et j'ai pris conscience de beaucoup de choses qui ont fait que je me place beaucoup plus au centre, et je m'observe beaucoup plus, et je vais vers... je pense que jusqu'à 40 ans, on fait comme on nous a appris à le faire, comment la société nous a dit qu'il fallait faire. Pas nécessairement en question. Et ce qui est bien quelque part, parce que c'est ce qui fait qu'on vit en société, et sinon ça serait ingérable. Mais à partir de la quarantaine, c'est le moment où on a intégré les codes et les façons de faire, et on se dit qu'on peut aussi penser par nous-mêmes et aller chercher des façons d'être et de vivre et de travailler qui n'appartiennent qu'à nous. Et donc ça permet de trouver son propre chemin. Voilà, moi à 46 ans, je côtoie plus des personnes de mon âge, forcément, c'est assez naturel. Et on perçoit quand même les personnes qui ont cherché à s'affranchir d'un certain nombre de choses, ou qui sont encore empêtrées. En plus, j'arrive à l'âge où ça va être la ménopause. Et la ménopause, c'est une seconde adolescence. Et donc, si on n'a pas résolu ces problèmes, il y a tout qui remonte et qui fait des nœuds énormes, et il faut s'en occuper. Et ça, ça dépend de son chemin de vie, de son histoire personnelle. C'est plus ou moins lourd. Mais quand on sent que c'est fluide, c'est léger, et que ça
ça propulse la personne, parce que il y a aussi je le perçois vraiment comme une seconde adolescence, il y a des personnes c'est des fusées. Elles sont affranchies de tellement de choses. J'ai des amis comme ça, c'est vraiment extrêmement beau à voir, cet élan où elles ont une puissance, parce qu'elles ont la maturité et il n'y a plus grand chose qui les empêche, même si on a tous nos failles. C'est beau et ça donne de la force aux autres. Moi, ça me donne de la force aussi. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Une routine sportive, moi, qui colle à mes goûts. Je cours tous les matins une demi-heure, et vraiment tous les matins. Et donc de comprendre que j'avais besoin de ça, et que c'est un plaisir, c'est vraiment pas une contrainte. Et donc j'ai pas... parfois, il y a des personnes qui me disent « je t'admire », il n'y a aucune admiration à avoir, c'est que c'est mon goût. Ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis, ça m'a pris du temps de comprendre ce que mon corps pouvait absorber, encaisser. Et en fait, j'ai mangé tellement de sucre que vraiment, je ne supporte plus du tout le sucre. D'accord. Donc, ça fait plus de 5 ans que je n'en mange plus. Plus du tout. Quand tu dis plus de sucre, c'est plus de sucre raffiné. C'est plus de sucre raffiné, mais c'est assez récemment que j'ai compris que en fait, ça n'était pas qu'une question de sucre raffiné, et que j'ai donc aussi beaucoup réduit le sucre des fruits, donc les fruits, alors que j'adorais les fruits, mais en fait je me rends compte que j'en ai plus tellement envie, parce que je sais que mon corps ne va pas très bien les absorber. Je buvais un petit peu d'alcool, j'ai jamais eu un rapport à l'alcool très problématique, j'en buvais assez peu parce que de toute façon je m'endors, mais j'aimais bien les cocktails, donc très sucrés. J'ai arrêté ça aussi parce que je me suis rendu compte que ça me posait des problèmes, ça ouvrait les vannes des compulsions, donc du coup il y avait un phénomène de culpabilité qui faisait que vraiment il n'y avait pas de plaisir. Donc le fait d'avoir arrêté ça, le fait d'avoir lu le livre de Jessie Chospé sur la glucose révolution, donc le rapport à la glycémie, ça a été d'autres révélations où j'ai compris qu'en mangeant les aliments dans un certain ordre, en bougeant après les repas, il y a une série de principes très simples, mais commencer chaque repas par des crudités, des choses qui font que ça ne sont pas... là, pour le coup, ça n'est pas un régime, parce qu'il n'y a pas d'aliments interdits, c'est juste qu'on les mange dans un certain ordre, qu'on suit un certain processus. Moi, ça m'a énormément aidée. J'avais l'impression qu'on allumait la lumière dans la pièce, et qu'on me disait, bah oui, si tu fais ça, tu vas avoir un taux de glycémie qui va exploser, qui va faire que ça va faire comme ça, et que il y a des moments où tu vas avoir des fringales, en fait. Moi, j'avais beaucoup de fringales, mais que j'avais même pas posé le mot de fringale dessus. Je me suis mise à manger d'une certaine manière qui a fait que je n'avais plus tout le temps faim. C'était une révélation, alors que, évidemment, que c'était dit par plein d'autres gens avant Jessie Chospé, mais son livre est extrêmement pédagogique, et elle a une démarche qui est extrêmement claire et simple, et qui, moi, m'a parlé, et qui a fait que j'ai perdu du poids et que je me sens mieux, tout simplement. Et qui tombait peut-être aussi exactement au bon moment. Oui, j'ai écrit mon deuxième livre, L'âge bête, dans lequel je revisite mon adolescence, et ça m'a permis de comprendre un certain nombre de conflits non résolus qui ont fait que je me suis défaite d'un certain nombre de choses, allégée même symboliquement d'un certain nombre de choses. Donc je l'ai terminé à la fin d'année dernière, et donc tout ça a fait que je me sens mieux, oui. C'est super, ça donne beaucoup d'espoir, parce que c'est quelque chose qui est difficile. Donc, oui, mais comme tu le dis, c'est multifactoriel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, toi, tu as mis en place plein de choses, le sport, la psychothérapie, la façon de manger, qui t'appartient et qui te correspond bien, qui sera peut-être un peu différente pour d'autres. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, tu as une palette d'outils, et tu as un peu tout mis en place pour que ça aille mieux, quoi. J'ai essayé de mettre le maximum en place, et
j'ai veillé à ne pas essayer de m'en sortir seule. Oui. Je trouve que, en plus, on est à une époque où, avec les réseaux sociaux, on peut profiter d'une énergie collective en allant à la rencontre de personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que nous. Et en fait, c'est trop difficile tout seul. Donc, moi, je vois plusieurs psys, je m'en suis pas sortie toute seule. En revanche, oui, j'ai vraiment envie de dire, ne lâchez pas, ne perdez pas espoir, parce que y a des grands moments de découragement, et il y a des moments où en fait on a des choses qui nous arrivent dans la vie qui font qu'il y a des priorités, et c'est pas forcément celle-là, celle des troubles du comportement alimentaire qui va arriver en premier. Mais on peut en venir à bout, on peut arriver à se sentir beaucoup mieux à force de recherche et d'échanges et de rencontres avec les bons professionnels. C'est possible. Ouais. Sur un autre sujet, puisqu'on partage cette maladie aussi, donc tu as eu un cancer du sein il y a combien d'années? 5 ans? En 2017, donc il y a un petit peu plus de 5 ans. Il y a un peu plus de 5 ans. Donc il y a une étape qui est quand même assez traumatisante pour une femme. Enfin, je te laisserai en parler parce qu'effectivement, chacune la vit de sa façon, en fait. Et du coup, voilà, ça m'intéresse que tu expliques comment tu l'as vécu. Donc peut-être pendant les traitements. Effectivement, les chimiothérapies, on connaît le cortège d'effets secondaires sur l'image de soi, la perte des cheveux, des sourcils, etc. Donc voilà, comment est-ce que toi, tu as subi, ou pas d'ailleurs, cette période de traitement qui est assez violente pour la plupart des nanas, et surtout l'après, puisque tu as dû subir malheureusement une mastectomie. Comment est-ce que tu as vécu cette atteinte dans ta féminité, puisque la poitrine, c'est quand même un des attributs féminins par excellence. Voilà, donc comment est-ce que tu as vécu cette mastectomie et l'après? Moi, encore une fois, plein de questions. Pardon. Oui, je dirais pas que ça m'a traumatisée. J'ai eu la chance que ça ne soit pas traumatisant, mais ça chamboule beaucoup. Le cancer, c'est un mot qui fait peur. Et donc, on a tous un imaginaire avec des personnes qu'on a connues qui ont eu un cancer et qui étaient graves. Donc, dans l'imaginaire collectif, le cancer, c'est grave. Et moi, je dis surtout pas que le cancer, c'est pas grave. On est d'accord. Il se trouve que le mien, j'ai eu la chance qu'il ne soit pas aussi grave que l'image que je m'en faisais. Et ça, c'est un peu la loterie quand même. J'avais pas de prédisposition génétique. J'ai eu un cancer. J'ai eu la chance que les médecins me disent d'emblée qu'il n'était pas trop agressif, que je n'allais pas en mourir. Donc ça venait de la parole médicale, cette réassurance. Après, c'est vrai que c'est quand même une épreuve, que c'est difficile. Mais comme moi, on m'a rassurée rapidement, j'ai réussi à... je ne sais même pas en fait me l'expliquer complètement, mais à le prendre en me disant, eh bien, puisque ça m'arrive, essayons d'en tirer quand même du positif, essayons d'en faire quand même une expérience qui va me permettre de transformer des choses. Il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne fonctionnaient plus dans ma vie à ce moment-là, en particulier dans mon rapport à mon travail, dans mon rapport à mon alimentation justement, puisque je savais que mon corps ne supportait plus le sucre et je n'arrivais pas à m'empêcher de manger du sucre. Donc il y avait un tiraillement et le corps n'arrivait pas à bien gérer. À partir du moment où j'ai su que j'avais un cancer, j'ai arrêté de manger du sucre parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment... J'ai pris ce cancer comme un signal d'alarme que mon corps m'envoyait. C'est souvent ce qu'on se dit, on dit « oh là, on m'envoie un signe, il faut peut-être qu'il se passe quelque chose ». Oui, mais c'est une histoire que je me suis racontée. Je ne saurais jamais en fait ce qui s'est vraiment passé. Le rapport à la vérité, de toute façon, c'est illusoire. Donc, moi, j'avais besoin de me raccrocher à cette histoire-là. Et donc, j'ai mis en place des choses pour essayer de faire autrement, pour essayer de...
il y avait cette image dans un livre de Suzanne Sontag sur le cancer, puisqu'elle aussi en a eu un, où je ne sais plus ses mots exacts, mais elle parlait du fait que un cancer survient quand toutes les cellules ne sont pas d'accord. Et moi, je me suis dit, bon, j'aime pas du tout toute l'analogie militaire dans le cancer qui doit être un combat et tout ça. C'était pas du tout ma façon d'aborder les choses. En revanche, il y avait quand même l'idée que le cancer est une guerre civile. C'est que dans notre corps, il y a des cellules qui veulent faire un truc et il y en a d'autres qui veulent faire autre chose. Une petite rébellion, et que ça bataille intérieurement. Et je me suis demandé comment faire en sorte que les cellules se remettent à fonctionner toutes à peu près dans le même sens. Et moi, c'est passé par la méditation, par le yoga et beaucoup par l'écriture, où j'étais déjà journaliste, donc j'avais déjà cette ressource en moi, mais où j'écrivais pour les autres. J'écrivais des articles, j'ai longtemps travaillé à l'Express, j'écrivais pour mes lectrices parce que je m'exprimais déjà sur un blog, sur les réseaux sociaux, dans une newsletter, mais je n'écrivais pas que pour moi, il n'y avait pas d'écriture introspective. Et à partir du moment où on m'a détecté quelque chose, il est devenu évident qu'il allait falloir que j'écrive avant tout pour moi, parce que c'était tellement Hiroshima dans ma tête qu'il fallait que je dépose mes émotions sur le papier. Enfin, en l'occurrence, c'était sur des notes d'iPhone. Ça a commencé comme ça, mais l'écriture m'a permis de pouvoir prendre de la distance par rapport à tout ce qui m'arrivait, et ça a été le début donc d'un processus de transformation générale qui se poursuit aujourd'hui, puisqu'en fait j'ai quitté finalement mon job à l'Express en 2019, donc après mes traitements, et je suis devenue journaliste freelance en 2020, et aujourd'hui je continue d'être dans une quête introspective. Tout ça a démarré avec ce cancer qui finalement a été a permis de propulser quelque chose de tellement fort que ça me porte encore aujourd'hui, plus de 5 ans après. Donc pour répondre à tes questions sur les traitements, donc j'ai eu une mastectomie, donc on m'a retiré mon sein gauche. Je n'ai pas souhaité me faire reconstruire parce que c'est déjà une grosse, une opération chirurgicale importante. En plus, moi, on m'avait retiré le ganglion sentinelle, donc j'ai eu 2 opérations. J'avais pas spécialement envie de passer direct sur le billard. Voilà. Et puis, alors, quelque chose de très important, c'est que moi, j'ai une petite poitrine. Je faisais du 90B et qu'en fait, oui, c'était un attribut de la féminité, les seins, mais les miens, je me suis très vite faite à mon torse avec un sein en moins, ce que je ne trouvais pas moche, je me le suis vite approprié en fait, ce torse comme ça. Et comme je suis journaliste, j'ai quand même discuté avec pas mal de femmes qui ont eu une reconstruction, et c'est quand même pas du tout anodin. Non, ça peut être très douloureux. J'avais aucune envie de partir là-dedans, et puis en plus ça coûte très cher aussi, et puis il y a des délais d'attente. Tout ça a fait que je me suis dit non, mais en fait moi ça m'a pris un certain temps de m'adapter à mon nouveau corps. Est-ce que j'ai vraiment envie de changer pour quelque chose qui peut-être ne me plaira pas complètement? J'avais pas envie. Donc je me réserve le droit de changer d'avis, mais à chaque fois je suis suivie, et mon cancérologue tous les ans il me demande alors toujours pas de reconstruction? Je dis non, toujours pas, j'ai pas envie. Ah bon, et puis c'est bon quoi, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. La chimio, ça a été, c'est rude parce que c'est toujours rude la chimio, mais j'ai eu la chance de ne pas perdre complètement mes cheveux. D'accord. Effectivement, ce qui fait une énorme différence. J'étais dans une clinique qui poussait beaucoup au port du casque réfrigérant. Donc ça dépend des établissements. Sur toi, ça a bien marché en tout cas.
voilà, je tenais énormément à mes cheveux. Parce que, ils sont magnifiques, je comprends. Merci, mais je pense que c'est parce que c'est ma rousseur aussi et que c'est très identitaire, la rousseur. Mais il y avait aussi que, je tenais vraiment, je pense que toutes les femmes tiennent à leurs cheveux, mais moi… certaines plus que d'autres, je pense. Voilà, et j'étais prête à… Le casque a été très douloureux les premières fois, et pour en avoir discuté avec pas mal de personnes qui sont passées par là, il y en avait qui préféraient ne pas porter le masque et quitte à perdre leurs cheveux, tellement c'était douloureux. Ouais, je suis en phase. Moi, j'ai… L'un des plus grands apprentissages de mon cancer, c'est la relation à la douleur et à la résistance, en fait, parce que j'ai appris à me laisser traverser par la douleur physique et à ne plus être dans la résistance. En fait, j'étais tellement dans la résistance à la douleur du casque qu'il y a eu un moment, je m'en souviendrai toujours, où j'étais au bord de l'évanouissement et où en fait j'ai lâché. Je me suis dit, en fait, tu fais de la méditation, essaie de comprendre, enfin pas de comprendre, mais d'identifier ce que te fait cette douleur, où est-ce que tu as mal exactement, comment ça se… Enfin, d'essayer de poser des mots dessus. Et en fait, de ne plus être dans la résistance, ça a fait que j'ai mis mon énergie ailleurs et qu'en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup moins mal les séances d'après. Et que ça n'a plus été un problème. Et ça a été un très grand apprentissage parce que, en fait, quand on est trop dans la résistance, on place trop d'énergie, même physique, alors qu'elle pourrait être mieux utilisée ailleurs. Et donc, c'est quelque chose que je garde à l'esprit pour plein d'autres situations aujourd'hui. Il n'empêche que j'étais bien contente quand ça s'est arrêté, ces chimio. La radiothérapie, ça a été sans problème. Et je suis toujours sous hormonothérapie. Ouais. Je supporte bien le tamoxifène. Encore 2 ans de tamoxifène, puisque j'en ai déjà eu 5 ans, mais on m'a retiré mon ganglion sentinelle, donc j'en ai encore pour 2 ans par précaution. Décapeptile aussi, encore 6 mois, donc c'est en complément. Et moi, je sais que c'est… alors, tamoxifène, c'est toujours la blague entre anciennes malades de lire la liste des effets secondaires. En gros, on peut tout avoir, tout peut nous tomber dessus. Vaut mieux pas trop lire d'ailleurs. Vaut mieux pas trop le lire, mais je peux aussi témoigner du fait que ça peut bien se passer. J'ai eu des bouffées de chaleur au début, et puis je ne sais pas si je m'y suis habituée ou si j'en ai moins. Mais je suis ménopausée artificiellement, mais en fait, vraiment, ça se passe bien. Donc du coup, je le perçois plus comme une sorte de bouclier qui me permet, comme j'ai eu un cancer hormonodépendant, grâce à ces médicaments, ça limite les risques puisqu'il n'y a plus d'hormones qui pourraient nourrir un potentiel nouveau cancer. C'est une chance de pouvoir les prendre. C'est une chance. Complètement. Et puis on est très bien surveillés en France, donc j'en profite et donc c'est assez serein pour l'instant. Okay. Aujourd'hui, avec le recul, et à la limite, on va finir sur cette question, je trouve super intéressante, surtout avec ton histoire. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Géraldine de l'âge bête, qui avait peut-être 14-15 ans, maintenant que tu sais tout ce que tu sais, maintenant que tu as fait tout le travail que tu as fait sur toi? Je crois que je lui dirais ça va bien se passer. J'étais tellement anxieuse. C'est pour ça que je dis ça. Quand j'étais ado, j'avais tellement peur de rater ma vie, de ne jamais rencontrer l'amour, je ne savais même pas vraiment m'avouer ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans la mode, mais je sentais bien que je n'allais pas être dans la création et le journalisme était un truc complètement beaucoup trop lointain et inaccessible. Et en fait, on trouve son chemin et ça s'est bien passé. J'ai pris du temps. Je suis plutôt une late bloomer, comme on dit. Tout ça a éclos assez tardivement, mais tout le chemin a été très, très riche et très fort. Donc j'aurais pu avoir un petit peu plus confiance. Ou peut-être que tu n'en serais pas là. Oui, de toute façon, ça nous constitue. Je me suis construite comme ça, oui, exactement. Super, merci en tout cas pour ta franchise et ta sincérité et puis tout ton partage. C'est super riche, je suis ravie. Merci à toi. Merci à toutes et tous. C'était Géraldine Dormoy et Anne Monteil et vous regardiez Histoire de corps.